Salut Internet, est-ce qu'on se ferait pas quelque chose qui sent bon le soleil et l'eau turquoise? En plus ça fait une éternité que je vous ai pas servi une petite vidéo de géographie. Je dois dire que sur le coup je me suis fait un petit kiff. J'ai sélectionné un petit peu subjectivement, je dois l'avouer, ce que je considérais comme des régions soit ultra isolées, soit totalement oubliées. Et si dans l'eau vous voyez des territoires un petit peu plus connus, vous inquiétez pas, vous me connaissez, c'est que je vous ai dégoté un truc assez insolite à dire dessus. Bref, j'espère que ce petit 77 va vous faire voyager en ce début d'année. En tout cas moi j'ai adoré vous le préparer. On est parti pour un tour du globe, hissez les voiles! L'île Moucha est une île djiboutienne de Djibouti. C'est la première fois de ma vie que j'utilise cet adjectif. En 1840, pour conclure un traité de commerce et d'amitié, le sultan de l'époque a vendu l'île à la Grande-Bretagne pour 10 sacs de riz. L'île a donc été occupée entre 1840 et 1887 par la Grande-Bretagne. Enfin, façon de parler, elle y a jamais mis les pieds. Et pour être tout à fait honnête, la vente aurait en fait inclus plusieurs milliers de roupies et autres présents. Sauf que le sultan n'aurait pas voulu partager avec les autres chefs et aurait exigé que le traité ne mentionne que les sacs de riz. Smart move, si je peux me permettre. Au beau milieu de l'archipel des 1000 îles sur le Saint-Laurent, les deux îles de Zavikon sont réputées pour posséder le plus petit pont international. Une île serait américaine et l'autre canadienne, comme le montre cette photo. Sauf que c'est totalement faux. Les deux îles appartiennent au Canada. Il suffit juste d'aller sur Maps pour s'en rendre compte. En allant sur la carte des îles Coco, je suis tombé sur plusieurs lieux écrits en russe. Et puis énormément de commentaires russes. Genre vraiment beaucoup en fait. Et autant de commentaires russes pour une île australienne, je vous avoue, j'ai trouvé ça très bizarre. Alors j'ai fouillé et j'ai compris ce que c'était. Un bon gros troll d'Olesha, un streamer russe dont la communauté a spammé plusieurs sites web. L'atoll Bokak des îles Marshall a été marqué par un épisode assez mystérieux. En 1979, 5 hommes partis de Hawaï ont disparu en mer. Et c'est 9 ans plus tard que le bateau est retrouvé à plus de 3700 km de son point de départ, ainsi que les restes d'un des hommes enterrés directement sur l'atoll de Bokak. Ce qui leur est arrivé et où les autres sont passés reste un mystère à l'heure actuelle parce que, tenez-vous bien, une équipe avait fouillé l'atoll 5 ans plus tôt et il n'y avait ni bateau ni tombe. Hyper bizarre. Et en parlant d'événements bizarres, voici l'île Bouvet, une île volcanique norvégienne qui renferme elle aussi deux mystères non élucidés à ce jour. Le premier, c'est qu'en 1964, un canot de sauvetage rempli de provisions y a été retrouvé sans les propriétaires. La seconde, c'est que l'île est inhabitée, mais elle possède quand même son propre code internet, .bv. Heligoland est une île allemande située en mer du Nord. Lors de la Seconde Guerre mondiale, elle a subi des bombardements qui ont provoqué l'évacuation de la population allemande. Elle est alors passée sous le contrôle des Britanniques qui, en 1947, ont volontairement détruit des installations militaires avec plus de 6700 tonnes de TNT. On est loin de la puissance d'explosion d'Hiroshima et l'équivalent de ces 20 000 tonnes de TNT, mais pour une île de 1,7 km², ça décape. La dernière population de mammouths laineux se serait éteinte il y a près de 4000 ans sur l'île russe Wrangel. C'est d'autant plus dingue que cette population y a survécu en autarcie 7000 ans de plus que les derniers mammouths de Sibérie qui eux ont rendu l'âme il y a plus de 11 000 ans. Pour vous expliquer comment Mani s'est retrouvé sur une île pépouze, faut se rappeler que les continents se sont pas mal modifiés au cours des différents millénaires. Et il y a environ 10 000 ans, Wrangel a été séparé du continent sibérien à cause de la montée des eaux et des mammouths se sont retrouvés confinés à son bord. La situation isolée et l'écosystème de l'île ont sûrement permis d'allonger la durée de vie de cette espèce. Les îles australiennes Heard and McDonald sont les seules îles volcaniques du nord de l'Antarctique encore en activité. Elles sont considérées comme une fenêtre sur les profondeurs de la Terre. Les scientifiques peuvent observer les évolutions écologiques et biologiques sur un environnement jamais modifié par l'homme. Et pour info, entre 2000 et 2001, plusieurs éruptions volcaniques ont provoqué des coulées de lave et ont fusionné l'île McDonald avec une autre île, Flat Island. Sur les îles Féroé, au Danemark, vous pourrez admirer Trellanipon, un mur de roche de 142 mètres de haut surplombant la mer. Mais le plus dingue, c'est que juste à côté se trouve un lac dont la cascade, Bus de la Faso, se jette directement dans l'océan Atlantique. C'est juste magnifique. Les îles Pitcairn rassemblent 4 îles et constituent le seul territoire britannique d'outre-mer dans l'océan Pacifique. Et ce qui est fou, c'est qu'une partie des habitants de l'île sont les descendants de 9 mutins du HMS Bounty, une frégate de la Royal Navy britannique. Le 28 avril 1789, les matelots Cree
révoltent et abandonnent leur capitaine et ses soutiens sur une chaloupe. Les mutins se sont ensuite installés sur les îles Pitcairn. D'ailleurs, certains de leurs descendants, devenus trop nombreux, ont émigré sur l'île Norfolk et ont occupé les anciens bâtiments d'une colonie pénitentiaire. Et justement, puisqu'on parle de l'île Norfolk et de colonie pénitentiaire, sachez qu'elle en a abrité deux entre le 18e et le 19e siècle. La seconde a été l'une des plus importantes d'Australie. Et bon, l'ambiance n'était pas vraiment à la fête. Un vicaire de l'époque, chargé de soutenir moralement les prisonniers condamnés à mort, a raconté qu'à l'annonce de leur sentence, les prisonniers remerciaient Dieu de les délivrer de ce lieu horrible. Ça laisse imaginer un petit peu le délire. Sur la côte ouest du Groenland, territoire du Danemark, se trouve le fjord glacé d'Ilulissat. Pour de nombreux scientifiques, il est super utile car il leur permet d'étudier la fonte des glaciers et la progression du réchauffement climatique. Chaque année, il produit à lui tout seul 10% des icebergs du Groenland. Non mais pour vous dire, parfois les icebergs sont si énormes qu'il faut attendre plusieurs années avant qu'ils puissent s'extirper du fjord et atteindre l'océan. Si on connaît l'île Sainte-Hélène, c'est surtout grâce à l'exil de Napoléon. Et je me suis demandé si on pouvait apprendre des faits un petit peu plus insolites à son sujet. Je me suis donc renseigné et j'ai appris que l'île avait été découverte en 1502 par les Portugais et qu'ils ont gardé leur découverte secrète. Quelques années plus tard, son premier habitant permanent a été Fernão Lopes, un renégat portugais qui a volontairement décidé de vivre sur l'île. Elle a aussi été un lieu d'exil pour des milliers de bourses, des princes Baréni et pour le roi Zoulou, Dinu Zoulou. Et enfin, petit fait bonus, l'île est réputé pour produire l'un des meilleurs cafés du monde. Faut pas s'étonner des quasiment 500 € le kilo, vu la galère que c'est de le ramener jusque chez nous. Amsterdam se trouve en France. Je vous jure que je ne mens pas avec cette phrase. Après, je joue peut-être un petit peu sur les mots, en ne vous parlant pas de la capitale néerlandaise, mais plutôt de l'île d'Amsterdam, perdue au milieu de l'océan Indien et qui fait partie des terres australes et antarctiques françaises. Ça sonne exotique, mais ne pensez pas y aller en vacances, seuls quelques dizaines de chercheurs y vivent à l'année sur une petite base. Fun fact, en septembre 2018, l'île a recueilli 2 skippers naufragés de la Golden Globe Race, le temps d'une prise en charge médicale. Comme quoi, ça peut être hyper pratique parfois, des petites îles paumées comme ça. Melilla est une petite ville autonome espagnole située au nord de l'Afrique, un poil disputée par le Maroc, hein. Juste un poil. Elle abrite la forteresse Melilla la Vieja, construite à partir du XVIe siècle. Aujourd'hui, cette forteresse accueille plusieurs bâtiments et notamment la chapelle Santiago, qui est la seule construction religieuse de style gothique du continent africain. L'île de Wallis est une île française située dans l'océan Pacifique. Elle a été formée par une vingtaine de volcans dont les cratères sont devenus de précieux réservoirs d'eau douce pour l'île. Et croyez-moi que quand tu vis sur une petite île au milieu de la flotte imbuvable, en avoir de la buvable, c'est un sacré luxe. Et juste à côté, on trouve l'île de Futuna. Son point culminant est le mont Phuket et selon la légende, les deux royaumes de Sigavé et Alo revendiquaient ce sommet. Pour connaître le propriétaire, un concours a eu lieu. Chaque royaume devait ramener la pêche du jour au sommet du mont. Le vainqueur était celui qui arrivait en premier. L'un a eu la bonne idée de pêcher une baleine, l'autre, pas trop bête, une tortue. Et vous vous en doutez, c'est le royaume d'Alo et sa tortue qui ont remporté la compétition. Depuis, le royaume de Sigavé s'arrête au pied du mont Phuket. Un matin, sur l'île américaine de Guam, les habitants se sont réveillés, des cadavres de souris plein le jardin. Et là, je dois remonter un petit peu dans le temps pour vous expliquer. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, un cargo militaire aurait laissé échapper à Guam un serpent qui s'est tranquillement reproduit jusqu'à provoquer la disparition de plusieurs oiseaux endémiques. Sauf que ces oiseaux, bien ils mangeaient des araignées. Du coup, explosion de population d'araignées et toujours trop de serpents. Donc pour régler le problème, on a littéralement parachuté 2000 souris mortes gavées de paracétamol, un médicament qui serait mortel pour les serpents, en espérant régler le problème. Alors, selon un article de septembre dernier, la mission aurait aidé à réduire la population de serpents, mais pas à régler le problème dans sa totalité. Le Peñón de Alhucemas est une petite île espagnole au large des côtes marocaines. Elle fait partie des 5 plazas de soberanía, c'est-à-dire des territoires espagnols situés en Afrique du Nord. Ils sont tous revendiqués par le Maroc, qui les considère comme des vestiges de l'époque colonialiste. On trouve donc Ceuta, Melilla, dont je vous ai déjà parlé plus tôt, les îles Zafarín, les îles Alhucemas, dont le Peñón fait partie, et le rocher de Vélez de la Gomera. En tout cas, sachez que le Peñón est un endroit hyper pacifique, touristique, pas du tout. C'est vraiment une forteresse remplie de militaires. Le message est assez clair, je crois. Et juste à côté de Ceuta, un de ces territoires, se trouve l'îlot Persil, une botte de cailloux tout petit, tout escarpé, tout desséché, qui a pourtant été au cœur d'une énorme crise entre l'Espagne et le Maroc. En 2002, des soldats marocains ont débarqué sur l'îlot afin d'y installer un poste de contrôle. Sauf que l'Espagne a considéré l'action des soldats comme une invasion de leur territoire. Ils ont envoyé quelques hélicos, et ensuite, bon bah la classique, hein, tout le monde s'est fait des reproches, l'un a accusé l'autre, et inversement, et les États-Unis ont servi de médiateurs pour rétablir la paix. Autant vous dire que cette crise a un petit peu refroidi les relations entre les deux pays.
L'île de Rapa Iti est située en Polynésie française et est considérée comme l'une des îles les plus isolées du Pacifique. Environ 500 habitants, pas d'aéroport, des escales de bateaux très limitées. Bref, c'est loin et compliqué. Du coup, le meilleur moyen de vous y rendre est d'y aller en rêve. Et je ne me moque même pas de vous. Dernièrement, une enquête est sortie autour d'un Français qui disait parler la langue ancienne de l'île en rêve, alors que le gars n'avait absolument aucun lien avec l'endroit. Le mieux, c'est d'aller voir la vidéo que Seb a faite autour de ça, c'est complètement fascinant. L'archipel des Chagos, administré par le Royaume-Uni, est composé de plusieurs atolls, dont celui de Diego Garcia, sur lequel vivait le peuple des Chagossiens depuis le XVIIIe siècle, jusqu'à leur expulsion entre les années 60 et 70 par les Britanniques, afin que les Américains construisent une base militaire. Évidemment, les Chagossiens ont été déportés vers les îles voisines dans des conditions plus que déplorables, et depuis les années 70, ils se battent pour récupérer leurs terres, et ça, je vous en ai parlé dans le dernier 197 sur les faits divers. L'île Pierre Ier est une île revendiquée par la Norvège, située dans la mer de Bellingshausen, en Antarctique. Son accès est assez difficile à cause de la fonte des glaces, et plutôt dangereux quand on sait qu'on peut se prendre un sérac sur le coin du nez à tout instant. Vous connaissez les séracs? Ce sont de gros blocs de glace qui se forment lors de la fracturation d'un glacier. Mais ce risque n'empêche pas les expéditions scientifiques et les explorations de s'organiser sur l'île. Iwo Jima est une île au sud du Japon, connue dans l'histoire pour sa fameuse bataille d'Iwo Jima qui a opposé le Japon et les États-Unis entre février et mars 1945. La bataille a été rendue célèbre dans le monde entier grâce à cette photo Raising the Flag on Iwo Jima, prise par Joe Rosenthal pour immortaliser la victoire américaine. Elle représente 6 marines hisser le drapeau américain sur le mont Suribachi. Je vais être honnête, la base antarctique du Machu Picchu, je la mets que pour mon grand plaisir. C'est une station scientifique du Pérou et en 2020, il y a une expédition Antar 27 qui comportait 97 chercheurs. Est-ce que ce serait pas, mesdames et messieurs, la preuve une fois de plus que le chiffre 7 domine le monde? Et pour info, la mission principale de cette expédition était l'étude des microplastiques dans la région. L'île d'Atlasov est une île russe située dans la mer d'Okhotsk, à l'est du pays. Elle est majoritairement composée du cône d'un volcan sous-marin d'une hauteur de plus de 2300 mètres. La forme de l'île aurait donné lieu à plusieurs légendes parmi les peuples de la région, et notamment la légende de l'Alaït. Ça parle de montagnes pas sympas entre elles, de jalousie, de cœurs de pierre arrachés déposés au centre d'un lac. Une histoire bien fun visiblement. Il existe une île du Chili qui s'appelle Robinson Crusoe. Elle est pas très loin des côtes chiliennes et est considérée comme une réserve de biosphère par l'UNESCO. L'île a été renommée ainsi par le gouvernement chilien afin de rendre hommage non seulement au roman du même nom, mais surtout à Alejandro Selkirk, un marin qui s'est échoué sur l'île et qui a inspiré l'auteur du roman. Et justement, à un peu moins de 200 km de là, se trouve l'île Alejandro Selkirk. Pour vous parler un petit peu du gars, c'était donc un marin écossais qui a vécu entre le 17e et le 18e siècle et qui a été abandonné sur l'île voisine Robinson Crusoe pendant presque 5 ans avant d'être secouru. Alejandro a l'air d'être sacrément connu là-bas, un genre de Cristiano Ronaldo local. Bon, à cela près que la sculpture qui lui rend hommage est peut-être... voilà. Hein. Et puis de toute façon, c'est un mal pour un bien. Une sculpture chum contre ton nom sur des îles, moi je prends le deal. Hein. Pingelap est un atoll de Micronésie qui intéresse beaucoup les généticiens. Au 18e siècle, un typhon a décimé la population qui s'est réduite à une vingtaine de personnes. L'un d'entre eux était atteint d'une maladie rare qui, entre autres, provoque l'incapacité à voir les couleurs, mais qui donne une meilleure vision de nuit. Ce trouble génétique s'est transmis au fil des générations et concernait en 2014 près de 10% de la population, composée de 250 habitants. Sur l'île Laurie se trouve la station Orcadas, une base établie en Antarctique par l'expédition Scotia en 1903. Aujourd'hui, cette base abrite toujours la Maison au Monde, le tout premier bâtiment construit par l'expédition. C'est une petite cabane en bois et en pierre, considérée comme l'un des premiers édifices permanents érigés en Antarctique. Elle est déclarée monument historique de l'Antarctique en 1972 et de nos jours, soyons honnêtes, elle ne vous préservera plus trop du froid. Après, l'avantage, c'est que vous pourrez profiter d'une magnifique vue sur la nuit étoilée. Si vous rêvez d'acheter une île, sachez qu'il y a peu, l'île chilienne de Guafo a été mise en vente. Faut quand même compter 20 millions de dollars, c'est pas donné. Et pour ce super prix d'amis, eh ben, il n'y a pas grand chose à y faire sur cette île. Sauf si vous êtes amoureux des animaux. Alors là, pour le coup, ça vaut le coup. Hein. Il y a des otaries, des loutres, des baleines bleues au large. C'est aussi un très bon investissement si vous êtes fan d'histoire, parce que déjà, c'est une terre sacrée pour les locaux. Mais il y a aussi Charles Darwin qui y a posé ses pieds dans les années 1830, pendant son expédition à bord du HMS Beagle. Revenons un peu sur un continent pour vous parler de la communauté monastique du mont Athos. Je voulais pas vous parler uniquement d'île dans cette vidéo. Située dans le nord de la Grèce, cette communauté est juridiquement autonome et abrite une vingtaine de monastères. À cause d'une légende, le mont Athos est considéré comme le jardin de la Vierge Marie. Depuis le 11e siècle, le mont est interdit à toute femme, toute créature femelle, tout enfant, toute nuque, tout jeune glabre. Ah mince, j'y étais presque en fait, hein, j'aurais presque pu y aller. Pour ce dernier, comprenez un berbe sans poil. Une règle apparemment toujours en vigueur. Voici l'île Tromelin. Et
un événement particulier de son histoire est complètement dingue. Si vous êtes abonné depuis un moment, vous connaissez par cœur cette histoire, mais impossible de faire cette vidéo sans vous parler de ça. Au XVIIIe siècle, un bateau s'est échoué sur l'île avec à son bord 140 marins et 160 hommes, femmes et enfants sur le point d'être vendus en tant qu'esclaves. Cet événement marque le début d'une histoire ayant au bout seulement quelques survivants qui sont restés sur ce banc de sable pendant 15 ans. Je vous invite fortement à découvrir cette histoire. Si vous vous baladez sur les plages de Saint-Eustache, une île néerlandaise perdue dans les Caraïbes, il est probable que vous tombiez sur ces jolies petites perles bleues. Elles servaient de monnaie d'échange pendant la période esclavagiste. Puis au 19e siècle, lors de l'abolition de la traite, les esclaves auraient jeté à la mer ces perles pour signifier leur nouvelle liberté et leur émancipation. Si vous souhaitez avoir une de ces perles, ça sert à rien de chercher, d'après la légende, c'est la perle qui vous trouve. L'archipel de Socotra, au Yémen, se situe en mer d'Arabie. Il appartient au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2008 et, comme l'île Robinson Crusoe, il constitue une réserve de biosphère depuis 2003. Cette reconnaissance est due au fait qu'un tiers de sa faune et sa flore est endémique. Son espèce emblématique est le dragonnier de Socotra, dont la sève est récoltée afin d'être utilisée comme un colorant appelé sang dragon. Saint-Pierre-et-Miquelon, archipel proche du Canada, est bel et bien franchouillard. Au début du XXe siècle, l'archipel connaît une très forte prospérité grâce au trafic d'alcool. L'époque est effectivement marquée par la prohibition, mais la loi américaine ne s'applique pas sur l'île à cause de son statut particulier de colonie française. Et c'est précisément pour ça que Thomas Shelby s'y rend dans la dernière saison de Peaky Blinders. Åland, une province historique de Finlande, a la particularité d'être le seul territoire du pays à posséder un statut d'autonomie gouvernementale. L'archipel du même nom compte près de 6500 îles pour un peu moins de 30 000 habitants. Et oui, c'est un bout de Finlande qui fait ses propres lois et qui s'autogère sur plein de domaines. L'info cool de ce fait, sur les 30 000 habitants de l'archipel finlandais, 26 000 parlent au quotidien le suédois et pas le finlandais. Et vous savez à quel autre endroit du monde hyper insolite des gens ont parlé suédois? À Saint-Barthélemy, dans les Caraïbes. C'est même pas une blague, hein. L'histoire de Saint-Barthélemy est juste trop cool. Christophe Colomb la nomme comme ça déjà en l'honneur de son frère Bartholoméo, mais aucun espagnol ne s'installe sur l'île. Puis l'endroit est contrôlé par la France, puis par l'ordre de Malte, puis par les Caraïbes, puis par les Français, puis par les Anglais, puis par les Français, puis par les Suédois, puis par les Français. Et sinon, son nom d'origine était Ouanalao, nom que l'on retrouve sur le drapeau et le blason de l'île. Les bases militaires d'Akrotiri et d'Ekelia sont des territoires britanniques situés à Chypre. Elles ont été conservées par le Royaume-Uni lors de l'indépendance de Chypre en 1960, après plus de 80 ans de domination coloniale. Vous vous en doutez, Chypre, ils étaient pas hyper enchantés par cette présence, mais au moins, ils se disaient que voilà, les Anglais payaient une sorte de loyer pendant 4 ans. Ils ont vite arrêté, et aujourd'hui encore, Chypre estime que ses locataires, je sais pas si c'est le bon terme, lui doivent des décennies de loyer impayés. Cas qui ressemble pas mal à l'archipel d'Åland, l'île Merket est une étrange petite île partagée entre la Finlande et la Suède, située donc en mer Baltique. En plus de son découpage frontalier hyper flingué mais assez insolite, je me suis demandé s'il n'y avait pas une édition spéciale d'un timbre hyper rare. C'est souvent le cas avec ce genre de petit territoire. Alors, mauvaise nouvelle, la réponse est non. Mais bonne nouvelle, l'archipel d'Åland a produit 2 timbres qui montrent l'île et son phare. Ça compte, non? En tout cas, dites-vous, c'est la plus petite île au monde partagée entre 2 pays. Et hop, en fait, je retire totalement ce que je viens de dire. Techniquement, l'île de Koivuoto est un peu plus petite et est partagée entre Finlande et Russie d'une façon plus ou moins égale sur la carte, mais pas du tout égale sur Google Maps. Je sais pas où est la vraie frontière. Et oui, ok, je connais les experts parmi vous. L'île des Faisans est encore plus petite, mais pour le coup, ce n'est pas une île coupée en deux, mais bien un condominium. La souveraineté de l'île change tous les 6 mois entre France et Espagne. Techniquement, c'est pas la même chose. Jersey est une île britannique au large de la Normandie. Cette situation particulière et historiquement hyper intéressante a fait que l'île a pour langue officielle l'anglais et le français. Mais pas que. Il y a aussi le dialecte local, le jerseyais, sorte de patois normand qui n'a été reconnu comme une langue officielle qu'en 2019. Et je sais qu'on juge pas sur Doc7, mais je suis désolé, là on dirait juste un anglais bourré qui essaye de parler français, c'est pas possible. Il y a un coin terre que j'aime, que je n'oublierai jamais. Sur l'île voisine, Guernesey, qui fait aussi partie des îles anglo-normandes, et qui a aussi une langue locale qui ressemble à des anglais bourrés qui parlent français, vous pouvez voir ceci. Non, il ne s'agit pas d'une simple motte de terre, mais d'un complexe entier de la fin du néolithique. Il s'agit du Deus Dolmen, une sorte de grotte, ou plutôt de tombe, construite par l'homme avec d'énormes blocs de pierre, assez comparables finalement au tumulus de Newgrange en Irlande. Dans une des pièces, vous pouvez apercevoir une figure humaine au plafond, et ça fait flipper. Je vous ai dégoté l'endroit parfait si vous voulez finir en casse-croûte pour ours polaire. Voici le Svalbard, un archipel de Norvège situé en plein milieu de l'Arctique, où vous êtes sûr que vous verrez plus de grands nounours blancs que de voisins. Il y aurait jusqu'à 3600 ours polaires pour moins de 3000 habitants. Mais vraiment, ne vous fiez pas à leur bouille toute mignonne, hein. Les attaques d'ours sont plutôt courantes là-bas. D'ailleurs, le Svalbard est l'un des seuls endroits du pays où le gouvernement compte
conseille fortement le port d'armes en dehors des zones d'habitation. Au XXe siècle, la terre norvégienne de la Reine Maud, en Antarctique, a failli être carottée par les Allemands moustachus. Pendant une mission à la fin des années 30, ils en ont profité pour larguer par voie aérienne des objets avec des croix gammées sur ces vastes étendues blanches, histoire de montrer que ce qu'ils avaient baptisé la Nouvelle Souabe, c'était bien à eux. Lors de la seconde moitié du XXe siècle, l'atoll de Fangatofa a servi de terrain pour les essais nucléaires français. Un essai en particulier de bombe H, organisé sous le nom de code Canopus, a eu lieu en août 1968 et a rendu l'île inhabitable à cause des retombées radioactives. Selon une des versions de la mythologie gréco-romaine, le rocher de Gibraltar, qui appartient au Royaume-Uni et pas à l'Espagne, serait une des deux colonnes d'Hercule avec le mont Djebel Moussa au Maroc. Hercule les aurait créés pendant ses 12 travaux en séparant en deux, tel un Cucus Norius antique, l'ancienne montagne qui était à la place du détroit. Les colonnes signifiaient pour les individus du monde antique la frontière entre le monde civilisé et le monde inconnu. En 1997, de violentes éruptions volcaniques ont eu lieu sur l'île britannique de Montserrat, dans les Caraïbes. Le volcan de la Soufrière, qui avait déjà fait de gros dégâts en 95, a complètement détruit la capitale Plymouth, au sud de l'île. Ces éruptions ont rendu cette partie de l'île totalement inhabitable pendant plus de 10 ans, et aujourd'hui Plymouth est surnommée la Pompéi des Caraïbes. L'île française de Clipperton est connue pour être le seul lagon d'eau douce au monde. Bon, même si on est plus dans de l'eau saumâtre que douce. Ah, n'empêche, ces eaux turquoises paradisiaques, Bon, c'est sans compter les déchets. Il y a vraiment beaucoup de déchets à Clipperton. On estime leur poids à environ 45 tonnes, et majoritairement du plastique, évidemment. Une part non négligeable des revenus générés par la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud proviennent de la vente de timbres. Les philatélistes, les collectionneurs de bouts de papier léchés, affectionnent particulièrement ces timbres qui sont produits de manière très limitée et avec des thèmes assez particuliers, bien souvent marins. L'île de Jan Mayen est un territoire norvégien redécouvert au XVIIe siècle par des baleiniers ou un explorateur, on sait pas trop. À l'époque, tout le monde s'est un peu battu pour revendiquer la découverte de l'île, sauf que les gars, il y avait juste à aller sur Wikipédia pour savoir que l'île aurait été visitée dès le 5e siècle par des moines irlandais. Si vous allez à Aruba, une île néerlandaise au large du Venezuela, pensez à aller vous baigner dans la piscine naturelle de Kanchi, un petit coin paradisiaque sur la côte est, vraiment ultra stylé. Les îles Zaffarine ont longtemps été considérées comme des terra nullius, c'est-à-dire des terres qui n'appartiennent à aucun état. Et elles auraient pu le rester si les Espagnols ne les avaient pas chippées au 19e siècle. Mais ce que vous ignorez sûrement, c'est qu'elles sont aussi passées à 2 doigts d'être françaises. C'est un espion espagnol qui aurait eu vent de l'intention des Français de prendre les îles Zaffarine au milieu du 19e siècle, même si jusque-là elles n'avaient pas été revendiquées, elles représentaient quand même un point assez stratégique. Sachant ça, l'espion a envoyé en 2-2 un message assez supérieur et, surprise, quand l'armée française est arrivée à proximité des îles, les Espagnols avaient déjà planté le drapeau. Adios los baguetas, hola las paellas. Vous voyez ces petits bouts de terre perdus dans les eaux turquoises de la mer des Caraïbes que même Google Maps n'a pas scanné en entier? C'est le banc de Barro Nuevo, qui est une possession colombienne. Enfin, bon, tout le monde n'a pas forcément l'air très d'accord, ce trou perdu fait partie de l'ensemble des territoires revendiqués non pas par un, mais 4 autres pays. Le Honduras, la Jamaïque, les États-Unis et le Nicaragua, en plus de la Colombie donc. En gros, ils veulent tous exploiter les ressources aux alentours. Et ne pensez pas que c'est une exception parce que dans le coin, tout se dispute. Le banc de Serranilla, par exemple, c'est le même combat, alors que, franchement, à part un petit phare, y a pas grand chose. Il y a 6 ans, je vous sortais la vidéo 7 îles insolites, dans laquelle je vous parlais déjà de l'île de Tristan da Cunha, qui appartient au Royaume-Uni. Je vous expliquais qu'elle était l'une des îles les plus isolées au monde. Et il reste encore au moins 1000 choses à dire en plus à son sujet. Son histoire est tellement riche qu'elle a passionné de nombreux romanciers, et depuis longtemps. Il semblerait que Johann Gottfried Schnabel se soit inspiré de Tristan da Cunha pour son roman L'île de Felsenburg, qui date de la première partie du XVIIIe siècle quand même. Une communauté Yupik subsiste toujours sur l'île Saint-Laurent au beau milieu du détroit de Bering. Le climat sibérien et les conditions difficiles d'accès ont permis de préserver leur mode de vie qui est bien différent de celui de leurs compatriotes américains. Même s'il y a internet et la télévision, les habitants continuent de perpétuer des traditions ancestrales. Ils parlent anglais mais aussi le Yupik sibérien central et la chasse est toujours leur principal moyen de subsistance. Ils font partie des rares peuples encore autorisés à chasser le morse. L'île Saint-Laurent est vraiment un lieu à part avec une culture unique et franchement je trouve ça cool. Cap sur une destination bleu cocktail, Curaçao, qui est une dépendance des Pays-Bas. Et je peux vous dire que les iguanes, ils voient pas la vie en bleu azur, parce qu'ils sont mangés et souvent en ragoût. Le plat s'appelle le Yuanastoba. Il paraît que les locaux les surnomment même les poulets des arbres. Il doit être sympa le KFC local, ou plutôt le CFI. Sur l'île de Saint-Martin, qui est, attention au passage, mi-française, mi-néerlandaise, il n'y a pas de rivière permanente. L'île est simplement composée de ravines, un genre de tout mini cours d'eau creusé, enfin bon, vous voyez les photos. Elles sont généralement asséchées, mais peuvent devenir de puissants torrents assez dangereux lorsqu'il pleut beaucoup. Je me baladais sur Google
Google Maps dans ce coin complètement abandonné quand je suis tombé sur une ribambelle de stations de recherche en Antarctique. Une russe, une coréenne, une polonaise, une brésilienne et parmi elles, la base Carlini qui appartient au pays qui a gagné yes. Et puis en voulant en voir plus, je suis tombé sur ça, le Dallman Laboratory et ses commentaires sur Google. Honnêtement, l'un de mes endroits préférés en Antarctique. Starbucks fait payer le lait d'amande par contre. Quelques personnes louches mais de bonnes vibes dans l'ensemble. L'île britannique de l'Ascension, paumée quelque part entre l'Afrique et l'Amérique du Sud, est un bout de terre de 91 km² qui a pourtant connu plusieurs épisodes incroyables. Découverte 2 fois, visitée à plusieurs reprises par des expéditions, les États-Unis y ont construit un aérodrome militaire lors de la Seconde Guerre mondiale, elle joue un rôle stratégique lors de la guerre des Malouines, elle accueille une station de la BBC, un observatoire magnétique, un télescope de la NASA, et grâce en partie à Darwin, l'île a été reboisée pour permettre son développement. Et je vous promets, je n'ai fait qu'effleurer la surface de cet endroit. Avant l'arrivée des Européens au XVIIe siècle, l'île d'Anguilla, aujourd'hui britannique, était appelée Malayuana, serpent de mer ou anguille en moins poétique, par les Indiens Arawak, une civilisation précoloniale qui existe encore d'ailleurs en Amérique du Sud. C'est dans certaines grottes du pays qu'on trouve des traces de cette population. Ce genre de traces, ce sont des pétroglyphes, des dessins symboliques gravés sur une roche. Ils ont sûrement été dessinés là à des fins cérémonielles entre les années 600 et 1200. D'ailleurs, ce stalagmite représenterait Yokau, le dieu de la création dans la croyance des Arawaks. Au milieu du détroit Victoria, le Canada possède les îles de la Royal Geographical Society, dont la plus grande fait tout de même 458 km². C'est 5 fois plus grand que l'île de l'Ascension dont je viens de vous parler, ou encore 3 fois plus grand que le Liechtenstein, et elle abrite un nombre phénoménal d'habitants, 0. Les îles ont été nommées par Roald Amundsen en l'honneur de la Société géographique royale britannique qui a financé son expédition au début du XXe siècle. La Nouvelle-Zambie, qui ressemble à une énorme île, est en réalité un archipel russe composé certes de plusieurs petits îlots, mais surtout de 2 grandes îles. Il y a un détroit ici, le détroit de Matochkin. Malgré sa faune et sa flore exceptionnelles, il a été le lieu de nombreux essais nucléaires soviétiques, et plus particulièrement le cap Sukhoi-Nos, au-dessus duquel a explosé la Tsar Bomba, la plus forte explosion nucléaire jamais réalisée, 1570 fois plus puissante qu'Hiroshima et Nagasaki combinés. Est-ce qu'à Bonaire, il y a du bon air? La réponse semble être oui, au vu des photos. En tout cas, sachez que si vous vous baladez un peu dans ces paysages bleu turquoise, vous pourrez apercevoir ces drôles de cônes, pyramides. Bon, ce sont pas des œuvres d'art contemporaines, mais des obélisques érigés au 19e siècle comme point de repère pour le mouillage des bateaux marchands. Il y en a une rouge, une bleue, une blanche et une orange aux couleurs de la famille royale néerlandaise, pour la simple et bonne raison que cette île appartient aux Pays-Bas. Bien vu Charlotte. D'ailleurs, les Pays-Bas, ils sont pas franchement connus pour leur relief. C'est un petit peu indiqué dans leur blase, quoi. Je veux dire, leur point le plus haut culmine à 320 mètres, quoi. Mais en fouillant sur Wikipédia dans la liste des points culminants du pays, une anomalie. Le mont Sénéry qui fait 887 mètres d'altitude. Non mais il y a forcément une douille. Une chaîne de montagnes que je ne connaissais pas dans ce coin de l'Europe. Bon, heureusement c'est bien une douille. Ce mont se trouve à Saba, une autre île néerlandaise des Caraïbes, pas loin de Saint-Eustache. L'île aux Basques se situe évidemment dans le sud de au Canada, en plein milieu du Saint-Laurent. Et elle ne porte pas ce nom par hasard, évidemment. Au XVIe siècle, les pêcheurs basques s'y rendaient de manière saisonnière pour chasser le phoque et la baleine pour leur graisse. Cette occupation semble avoir donné lieu à un véritable échange entre les Premières Nations et les Basques. Ils ont créé un pidgin, le basco-algonquin, en gros une langue pour communiquer entre eux. Et apparemment, on en retrouve des traces dans le français québécois. Le fameux mot orignal a des origines basques. Il provient du mot orenac, qui signifie les cerfs en basque. Les îles péruviennes de Chincha possèdent depuis le 19e siècle une denrée extrêmement convoitée. Pas de l'or, pas du charbon, pas des diamants, de la fiente d'oiseaux, du guano, un amas d'excréments et de dépouilles de piaf. Hyper riche en phosphore et on s'en sert pour faire de l'engrais. Une autre base antarctique, pas loin des précédentes, la base Presidente Eduardo Frei Montalva, du nom d'un ancien président du Chili. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, on est en Antarctique, c'est pas le vide complet là-bas. On s'entende, c'est même pas la taille du plus petit bled que vous connaissez, mais il y a quand même un bureau de poste, un hôpital, une piste d'atterrissage avec un trafic d'environ 200 avions par saison. Et si vous vous demandez où est passé tout le budget décoration, parce que c'est vrai que c'est pas très beau comme ville, il est certainement parti dans l'église qui surplombe la base. Une belle petite église orthodoxe qui dépend en fait de la base russe d'à côté, mais qui est fréquentée par les personnels des bases d'autres pays, coréens, polonais, chiliens, etc. Cette île en forme de croissant de lune, c'est l'île de Sable, au large du Canada. Elle abrite une population de plusieurs centaines de chevaux sauvages. À part les canassons, l'île est aussi connue pour avoir été le témoin de centaines de naufrages sur ses côtes. En tout cas, c'est typiquement le genre de lieu que je trouve fascinant. Un grand banc de sable paumé au milieu de rien, et franchement, vu les 360,
ça a l'air hyper mignon sur place. Vous rêvez de conditions de vie hyper arides, froid, bienvenue à Saint-Kilda, un archipel à l'histoire assez stylée. Aujourd'hui rattaché à l'Écosse, son peuple a vécu en presque autarcie pendant au moins 2 millénaires, en se nourrissant notamment des piaves du coin, des fous de bassan, des fulmars. L'archipel a fini par être pratiquement abandonné en 1930, après que des habitants ont fait une demande d'exil. Dites-vous, il n'était plus que 36. En partant, ils auraient laissé une bible à la fenêtre et jeté de l'avoine sur le plancher dans chaque maison. Ça fait quand même très ambiance film d'horreur. Laissez-moi vous partager la légende des îles Pachacamac au Pérou. Le dieu andin Kuniraya Wiracocha avait la fâcheuse habitude de tromper les mortels en se déguisant avec des lambeaux. Mais un jour, il est tombé amoureux de la belle Kaviaka. Et bien entendu, pour prouver son amour, il a voulu la mettre enceinte mais sans la prévenir. Il s'est transformé en oiseau et a largué sa semence, dirons-nous, dans un fruit de l'arbre dans lequel Kaviaka tapait sa meilleure sieste. Évidemment, elle l'a mangé, sinon l'histoire s'arrête vite, et elle est tombée enceinte. Après la naissance de son enfant, elle a convoqué les dieux pour savoir qui était le daron, et là l'enfant s'est dirigé vers le mec en haillons. Horreur. La belle était répugnée par la bête et se jeta dans l'océan avec son enfant. Les deux se sont transformés en pierre et sont devenus les îles péruviennes Pachacamac. Voilà, vu les tailles, j'imagine que ça c'est la mère, ça c'est le fiston, et entre les deux, l'île de la sauce. Tiens donc. Ah, les îles Revillagigedo. C'est une explosion de couleurs. D'un côté, tu as Socorro, accueillante, avec sa petite piste d'atterrissage, sa petite verdure. T'as aussi l'île de Clarion, avec ses petites plages sympathiques. Hein. Non, vraiment, c'est un archipel assez paradisiaque. Jusqu'à ce que tu passes à San Benedicto. Alors là, on passe de Playa Farniente à ce truc. C'est aussi accueillant que la Lune. Hein. Vraiment, on se croirait dans Interstellar. Et quand tu crois que c'est le pire, il y a la petite dernière de l'archipel, Roca Pardida. C'est un caillou qui sort de l'eau. Fait insolite, il n'y a aucun habitant sur ce rocher. L'île australienne de Mornington est habitée par une communauté d'à peu près 1000 personnes. Et on peut le diviser en deux catégories. Les Lardiles, qui sont les autochtones les plus anciens de l'île, et les Caïdites, le peuple de l'île voisine, Bentic. Eux, ils sont arrivés sur l'île principale en 1947, après qu'un cyclone ait contaminé l'eau douce avec de l'eau salée, rendant leur île bien moins habitable. Les plus anciens de la chaîne connaissent les îles Diomède. Pour les nouveaux, accrochez-vous bien. L'archipel est composé de l'île Ratmanov et de l'île Krusenstern, plus connue comme la Grande et la Petite Diomède, mais qui appartiennent à deux pays complètement différents, les États-Unis et la Russie. L'espace que vous voyez entre les deux îles, c'est la frontière entre les deux pays au niveau du détroit de Bering. Et évidemment, ce petit lieu de proximité entre meilleurs amis de la guerre froide a été surnommé le rideau de glace, en référence au rideau de fer à l'est. Mais il n'y a pas que ça d'insolite. Si tu passes d'une île à l'autre, tu te tapes pas moins de 20 heures de décalage horaire. Vous voyez là, c'est cette ligne qui fout le sbeul. C'est elle qui change la date. Et vous me direz, attends, mais pourquoi il n'y a pas 24 heures de décalage? Bon, pour faire simple, les fuseaux horaires ne sont pas vraiment des lignes droites, ça part un peu dans tous les sens. La zone est découpée un petit peu bizarrement, du coup il y a juste 20 heures ou 21 heures, ça dépend si t'es en heure d'hiver ou d'été. Et pour finir cette vidéo, je voulais vous parler d'une ville fantôme que je rêve de visiter, São Martinho dos Tigres, située sur l'île aux Tigres, en Angola. Une ville fantôme sur une île fantôme. Pendant des décennies, on y trouvait le plus grand centre de pêche du pays avec vraiment des infrastructures complètement folles. Une usine d'huile de poisson, une usine de farine de poisson, un hôpital, une église. Sauf que dans les années 60, l'île, qui n'était pas une île à ce moment-là, est devenue une île. Et à partir de là, ça a été la débandade. Hein. Et maintenant, vous le voyez, c'est complètement hors du temps comme endroit. Je veux y aller. Si vous vous demandez à quel point on a voyagé aujourd'hui, je vous laisse admirer cette magnifique carte. Ah, on s'est bien baladé, hein. J'espère vraiment vous avoir fait découvrir un maximum de nouveaux lieux incroyables que vous ne soupçonniez même pas. En tout cas, j'espère que ce petit 77 vous a donné envie de parcourir le monde et surtout qu'il vous a fait plaisir. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à faire comme les mecs à Heligoland si vous vous souvenez. Appuyez sur le petit bouton pour faire exploser le compteur de likes. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut Internet.